Cette vidéo est le résumé du webinaire du mois de mai concernant la vision et l'audition dans ICOP de l'étape 1 jusqu'à l'étape 3. Concernant la vision, alors il faut savoir que éléments vont se répéter entre les deux domaines. Pour la vision, pour rappel, il y a bien sûr un vieillissement physiologique de la vision qui va se concerner une baisse de l'acuité visuelle et une baisse de la sensibilité au contraste. Ça, c'est la partie physiologique de la baisse de la vision qui va nécessiter le port de lunettes de manière systématique. Le suivi classique est recommandé et une visite chez l'ophtalmologue par an. Il peut y avoir un suivi rapproché en cas de pathologie connue. Et les principales pathologies que l'on va rencontrer sont la cataracte, avec une possibilité d'opération bilatérale, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, où il n'y a pas de traitement curatif, mais une rééducation orthoptiste en début d'atteinte peut être efficace. Et par ailleurs, bien sûr, il va y avoir les problèmes de sécheresse oculaire ou de gêne. Dans l'étape 1, les questions ont été légèrement modifiées par le nouveau manuel de l'OMS. Donc, on va demander s'il existe un de ces quatre éléments, c'est-à-dire des problèmes de vue malgré le port de lunettes s'ils en portent, des maladies de l'œil qu'on vient de voir, telles que la DMLA, la cataracte, ou des douleurs ou de l'inconfort de l'œil. Il y a bien sûr également le glaucome, des traitements par corticoïdes ou des médicaments pour les yeux, l'existence d'un diabète ou d'une hypertension artérielle. S'il y a un oui à au moins un de ces éléments, alors la réponse est oui. On va alors demander à la personne si elle a consulté un ophtalmologue durant les 12 derniers mois ou si c'est prévu. Si c'est non, alors il y a alerte. Si c'est oui, l'alerte n'est pas confirmée et générée par la base de données. On va également demander s'il y a une baisse d'impression, une sensation de baisse de vue sur les 6 derniers mois ou depuis la dernière évaluation. Et également, s'il y a un oui à ce niveau-là, alors l'alerte est confirmée. Donc, je rappelle, pour la vision, l'alerte à l'étape 1, c'est une altération, la première question, avec l'absence de suivi par un ophtalmologue et ou une aggravation sur les 6 derniers mois. On va orienter la personne. Je rappelle qu'il faut toujours vérifier la véracité de l'alerte dans un premier temps. Une alerte est toujours vraie, sauf si les données saisies sont erronées, il y a une mauvaise compréhension ou un problème de réseau Internet. En l'occurrence, là, il y a peu de chances d'avoir des alertes fausses sur la vision. Toute la question, c'est derrière, est-ce que c'est cliniquement pertinent? Pour la vision, une alerte est avérée si c'est un problème nouveau, en fait, jamais pris en charge, qui n'est actuellement pas pris en charge ou non suivi, ou l'évolution nouvelle d'un problème ancien, un problème préexistant qui décompense ou qui s'aggrave. La prise en charge, elle est essentiellement médicale avec le médecin généraliste pour tout ce qui va concerner les gènes, irritations, infections, l'orientation vers un ophtalmologue ou l'évaluation de premier niveau avec un opticien. Attention à l'évaluation de premier niveau chez un opticien. Je rappelle que ce n'est pas soumis à l'obligation d'achat et un contrat commercial. L'étape 2 va être un premier niveau d'évaluation également avant l'orientation vers un spécialiste. On le sait, l'étape 2 n'a pas vocation à poser un diagnostic, mais bien de faire un premier état des lieux approfondi du domaine. Il s'agit pour la vision du test de l'acuité visuelle de l'OMS avec les E. Donc on va se mettre à une distance de 3 mètres et montrer des grands E, la personne va devoir désigner dans quel sens vont les barres. Elle doit avoir juste à au moins 3 des 4 réponses pour que la vision de loin soit normale. Et on va faire de même à vision de près. Je rappelle que les E au bon format sont à disposition. N'hésitez pas à nous les demander ou à regarder dans nos outils. Il va y avoir également la grille d'Amsler pour repérer d'éventuels DMLA.
on va montrer cette grille à la personne. Elle doit pouvoir voir le point central, les angles droits et des lignes qui sont correctement verticales et horizontales. Une anomalie va montrer des courbes arrondies, un point de focalisation arrondi à l'extérieur du point central. Pour l'étape 3, il va s'agir surtout, dans un premier temps, de tout ce qui est soins et hygiène des yeux, l'entretien et le port des lunettes, le changement de ces lunettes éventuelles, le rappel sur la fréquence de consultation chez l'ophtalmologue, une aide à la prise de rendez-vous si besoin, une orientation vers un orthoptiste dans certains cas, et puis nous avons également toutes les aides techniques telles que loupe, adaptation de la taille des caractères sur les écrans, les livres audio. On peut aussi recommander les podcasts pour s'occuper. C'est vrai que les seniors qui ont une plainte majeure au niveau de la vision, c'est quand même très isolant quand il n'y a pas de traitement, notamment dans le cadre de la DMLA. Au bout d'un moment, c'est très isolant socialement en termes d'activité et d'occupation. Pour l'audition, le vieillissement physiologique de l'audition, c'est la perte auditive liée à l'âge ou presbyacousie, qui est très fréquente chez la personne âgée. Elle est généralement progressive, bilatérale et symétrique. Gardez bien en tête cette définition de la presbyacousie normale, progressive, bilatérale et symétrique, ce qui veut dire que nous perdons de l'audition au même rythme et de la même manière des deux côtés. Toute autre plainte et anomalie auditive doit faire l'objet d'une consultation. Une consultation doit être faite dès qu'il y a plainte ou identification d'une baisse de l'audition. Elle est conseillée dès 60 ans. La première consultation chez l'ORL, puis tous les 3-5 ans l'absence de soucis, tous les ans ou plus en cas d'évolution ou d'une pathologie. L'étape 1 va consister, dans un premier temps, à demander si la personne a un problème d'audition perçu par elle-même ou par son entourage. C'est là que l'OMS a un peu changé le raisonnement dans l'étape 1 de l'audition et il est très intéressant. Donc on va demander est-ce que la personne elle a un problème perçu par elle ou par son entourage. Si la réponse est oui, l'OMS part du principe que l'altération éventuelle est déjà repérée et identifiée. Donc l'étape 1 s'arrête là et elle est en alerte. Si la réponse est non, sans doute que la personne n'a aucune altération ou il est possible qu'elle ne l'ait jamais remarqué pour l'instant. Et donc, si elle répond non à cette question, on va passer au test de voix chuchotée, qui est exactement le même qu'avant. On se met derrière la personne, on va chuchoter 4 mots dans une oreille, puis 4 mots dans l'autre. Elle doit répéter au moins 3 des 4 mots pour que le test soit normal. Je rappelle que l'oreille non testée est bouchée et qu'en cas d'appareil auditif, on garde l'appareil auditif du côté de l'oreille testée, on l'enlève de l'autre côté et inversement. Donc, pour rappel, une étape 1 altérée à l'audition, c'est soit la personne a perçu une altération elle ou son entourage, soit elle ne l'a pas perçu et on va avoir un test de l'audition anormal. Toujours pareil, on vérifie la véracité de l'alerte, puis on oriente le participant. Pour l'audition, une alerte est avérée si c'est un problème nouveau également, jamais connu, non pris en charge ou non suivi, même si le problème est déjà connu, et s'il y a une évolution nouvelle d'une pathologie ou d'un problème ancien. Par exemple, la personne porte des appareils auditifs depuis longtemps, mais le test est anormal parce qu'elle n'a pas fait d'évaluation depuis longtemps. Il faut la réorienter. La prise en charge médicale par les médecins généralistes, ça va être des cas très courants d'otalgie, d'otite, de bouchons de cérumen et autres sécheresses du conduit auditif et autres gènes. Ensuite, il va y avoir l'orientation vers l'ORL et on peut éventuellement penser à une évaluation de premier niveau chez l'audioprothésiste ou en centre de l'audition. À nouveau, je le répète, cette évaluation ne doit pas engager et être l'obligation d'un contrat commercial ou d'un achat. Également, comme dans la vision, l'étape 2 représente un premier niveau d'évaluation et qui va surtout donner lieu à l'orientation vers un spécialiste.
Dans l'étape 2, l'évaluation se fait avec l'HHIES qui a pour objectif d'évaluer une gêne auditive. Il n'y a pas d'orientation nécessaire si le test est inférieur à 9. Par contre, on va orienter la personne à partir de 10 puisque les difficultés vont être considérées comme modérées, voire significatives. En cas de plainte d'acouphènes, pensez à l'évaluation thymique. Il y a différents tests pour ça, pour évaluer l'impact thymique et la gêne. Nous avons par exemple le TRQ qui peut évaluer l'atteinte émotionnelle liée aux acouphènes. Avec une atteinte évaluée de faible à sévère et une prise en charge à provoquer dès qu'elle est importante ou sévère. Ça peut être une prise en charge psychologique notamment. Et on peut évaluer l'handicap à partir du THI qui va de 0 à 100, de négligeable à catastrophique. Également, à partir du moment où il y a une gêne modérée, on va proposer une prise en charge. Ça peut être déjà une évaluation ORL et puis la mise en place parfois de psychothérapie, de suivi psychologique. De manière plus rapide, il y existe aussi le VA gène qui se comporte comme une VA douleur et qui permet d'évaluer la gêne liée à l'acouphène et on va orienter la personne si cette gêne est supérieure à 6 sur 10. Enfin, il ne faut pas oublier la possibilité d'avoir une hyperacousie. Les hyperacousies sont souvent liées à des personnalités ou des éléments anxieux. Donc là, pour ça, il y a l'échelle Netling qui va de faible à sévère. Et à nouveau, on peut orienter la personne pour les questions de Netling fort ou sévère avec des moyens, des outils pour permettre à la personne de s'isoler du bruit ou de diminuer le volume sonore avec des isolateurs. Pour l'étape 3, à nouveau, bien sûr, les soins et l'hygiène. Les soins de l'oreille, mettre un otoscope pour vérifier la présence d'un bouchon de cérumen. On va avoir une première consultation ORL dès qu'il y a l'apparition d'une gêne auditive. Dans l'idéal, elle devrait être systématique à partir de 60 ans, mais faute de l'avoir fait, dès qu'il y a une gêne, il faut orienter vers l'ORL. Ensuite, l'évaluation auditive par un audioprothésiste est possible et bien sûr, les audioprothésistes vont procéder aux appareillages. Je rappelle que l'évaluation auditive par un centre d'audition ou un audioprothésiste n'engage pas financièrement la personne, il n'y a pas d'obligation d'achat, mais surtout, il faut bien retenir que un appareil auditif peut être essayé durant un mois avant engagement et paiement et va parfois nécessiter 2, 3 rendez-vous de réglage. C'est très important de bien le dire au sujet âgé que l'on suit. On peut, en cas d'absence de troubles cognitifs, faire recours à l'orthophonie pour une aide à l'adaptation aux appareillages et un retour à une audition normale avec les apparillages, avec les appareils auditifs. Bien sûr, il faudra penser à réévaluer l'audition, les appareils, éduquer le patient autour de l'hygiène de ces appareils et de leur entretien, hein, parce que ça reste des objets électroniques fragiles. Il faut aussi permettre aux seniors d'avoir les appareils adaptés à son mode de vie, hein. Parfois, ce qui est miniaturisé n'est pas forcément adapté. Et enfin, je rappelle que le reste à charge 100%, enfin le reste à charge zéro permet quand même de répondre à la plupart des problématiques de presbyacousie de sujets âgés, donc à moindre coût. Enfin, en termes de technique, il peut y avoir tous les amplificateurs, les adaptations de son, de la télé, du téléphone, etc. Voilà pour la partie sensorielle. Je vous remercie.